On s'intéresse dans cette vidéo à la cinématique du point, qui est la manière de décrire le mouvement d'un point, et on passera en revue ici les différents outils de description utilisés pour n'importe quel mouvement. N'importe quel corps étant constitué d'une infinité de points, il nous faut préciser le point privilégié dont on suit le mouvement. Un corps possède deux points particuliers. Tout d'abord le centre d'inertie, qui est le barycentre des masses, comme si toute la masse y était concentrée. Et l'autre point est le centre de gravité noté grand G, qui est le point d'application du poids, comme si tout le poids y était concentré. Dans cet exemple d'un système constitué de la réunion de 4 boules de masse identique petit m, le barycentre des masses et donc aussi le centre d'inertie se trouve donc au centre du carré. Le champ de pesanteur étant plus intense proche du sol qu'en altitude, le poids exercé sur les boules situées proches du sol est donc plus intense que celui exercé sur les boules situées en altitude. Le centre de gravité se trouve donc plus bas que le centre du carré. On voit dans cet exemple que centre d'inertie et de gravité ne coïncident pas en général. Mais si on considère cette fois-ci que le champ de pesanteur est uniforme, c'est-à-dire qu'il est le même dans toute la zone où se déplace le système, le poids des 4 boules est alors le même, et les deux points, centre d'inertie et centre de gravité, coïncident alors. Et c'est cette situation qui nous intéressera cette année. En résumé, étudier le mouvement d'un corps consistera cette année à étudier uniquement le mouvement de son centre d'inertie qu'on notera grand G et qui concentre toute la masse du corps. Avant toute description d'un mouvement, comme ici celui d'une moto effectuant un saut, et dont on a ici une chronophotographie, c'est-à-dire une superposition de clichés pris à intervalles de temps égaux, il faut préciser le système, c'est-à-dire le corps dont on suit le mouvement, ici le pilote et sa moto, mais également le référentiel d'observation, qui est ici l'appareil photo immobile par rapport au sol, qu'on appelle plus généralement référentiel terrestre. Le mouvement qui nous intéresse ici est celui du centre d'inertie, dont on a sur cette chronophotographie les positions à intervalles de temps égaux. Et on voit se dessiner la trajectoire qui est l'ensemble des positions successivement occupées par le centre d'inertie au cours du temps, trajectoire qui est donc une courbe. En cinématique, trois vecteurs décrivent parfaitement le mouvement du point G au cours du temps. Tout d'abord, pour repérer les positions de G dans l'espace, on utilise un repère au X, au Y, où l'origine O coïncide avec la position initiale de G. Et dans ce repère, G a pour coordonnées X et Y qui dépendent du temps. Le premier vecteur de description du mouvement est le vecteur position OG de coordonnées x moins x0, y moins y0, où x0 et y0 sont nuls, car ce sont les coordonnées de l'origine. Et les coordonnées de OG ne sont autres que les coordonnées du point G. On a l'habitude de décomposer le mouvement de G selon les différents axes OX et OY. En réalisant les projections successives du point G sur les axes OX, OY, on peut lire les valeurs de X et de Y aux instants successifs et ainsi tracer leurs évolutions respectives sur un graphique. Un logiciel de modélisation comme Regressi permet de déterminer les équations numériques. Ici, dans notre exemple, x est égal à 30 fois t, avec x en mètres, t en secondes, et 30 en mètres par seconde pour respecter l'homogénéité de la formule. Effectivement, mètres par seconde fois seconde redonne bien des mètres. Et pour y est égal à moins 4,9 t carré plus 20 fois t, où y est en mètres, t en secondes, t carré en seconde carré, et donc 20 doit être en mètres par seconde et moins 4,9 en mètres seconde moins 2 pour respecter l'homogénéité. Effectivement, mètres seconde moins 2 fois seconde carré redonne bien des mètres, et mètres par seconde fois seconde redonne bien des mètres également. On s'intéresse ici à la manière dont x et y varient au cours du temps. 30 mètres par seconde représente pour la droite x de t son coefficient directeur, qui est aussi la pente de la tangente à la droite, et qui correspond également à la dérivée de x par rapport au temps qu'on note x' de t. 30 mètres par seconde signifie que toutes les secondes, x augmente de 30 mètres. C'est par définition la vitesse de g, mais uniquement selon l'axe OX qu'on note Vx et qui est égal, comme on l'a vu, à x' de t. Dans notre exemple où Vx est égal à 30 mètres par seconde, c'est-à-dire une constante, la vitesse de g selon l'axe OX est uniforme.
ce qu'on visualise avec le graphique de Vx en fonction du temps par une droite horizontale. Par analogie, on définit la vitesse de g selon l'axe OY, qu'on note Vy, comme étant égale à la dérivée de y par rapport au temps, qu'on note y' de t, et qui représente toujours la pente de la tangente à la courbe de y de t. Mais ici, la pente de la tangente à la courbe n'est plus constante, elle diminue dans un premier temps jusqu'à s'annuler vers t égale 2 secondes, puis devient négative et augmente en valeur absolue. Cette variation particulière dans notre exemple peut être visualisée en traçant le graphique de Vy à partir de son équation numérique obtenue en dérivant y de t par rapport au temps, ce qui donne moins 9,8t plus 20, c'est-à-dire une fonction affine de pente négative. Tant que Vy est positif, g se déplace dans le sens de l'axe OY orienté vers le haut, c'est-à-dire sur une montée. Et lorsque Vy est négatif, g se déplace en sens opposé, c'est-à-dire sur une descente. Lors de la montée, Vy diminue, le mouvement est donc ralenti, et lors de la descente, Vy augmente en valeur absolue, le mouvement est donc accéléré. Vx et Vy, qui nous ont permis de préciser la nature du mouvement de g selon les deux axes, sont les deux coordonnées du vecteur vitesse. On s'intéresse ici à la manière particulière dont Vy varie au cours du temps. Dans l'équation numérique de Vy et 20 sont en mètres par seconde, t étant seconde, et moins 9,8 étant mètres seconde moins 2. En effet, des mètres seconde moins 2 fois des secondes redonnent bien des mètres seconde moins 1. Le coefficient de moins 9,8 mètres seconde moins 2 représente pour cette droite de Vy de t son coefficient directeur, c'est-à-dire la dérivée de Vy par rapport au temps, qu'on note Vy' de t. Moins 9,8 mètres seconde moins 2 signifie que toutes les secondes, y diminue de 9,8 mètres par seconde. C'est par définition l'accélération de g selon l'axe OY, qu'on note AY, et qui est donc égale à Vy' de t. Dans notre exemple, AY est une constante. L'accélération selon l'axe OY est donc uniforme. On dira que lors de la montée, le mouvement selon OY est uniformément ralenti et qu'en descente, il est uniformément accéléré. Par analogie, on définit l'accélération de g selon OX qu'on note AX comme étant égale à la dérivée de Vx par rapport au temps, qu'on note Vx' de t. Ici, Vx étant constante, Ax est nul. L'absence d'accélération selon OX est bien cohérent avec une vitesse uniforme. Ax et Ay, qui nous ont permis de préciser la nature du mouvement de g notamment selon l'axe OY, sont les deux coordonnées du troisième vecteur du mouvement qui est le vecteur accélération noté A. En résumé, on retient qu'il existe trois vecteurs qui décrivent parfaitement le mouvement d'un point, le vecteur position dont les coordonnées sont celles du point, le vecteur vitesse dont les coordonnées sont respectivement les dérivées de x et y par rapport au temps, qu'on note aussi d de x sur dt, d de y sur dt, pour rappeler que la dérivation se fait par rapport au temps. Et enfin, le vecteur accélération dont les coordonnées sont les dérivées de vx et vy par rapport au temps, qu'on note aussi d de vx sur dt et d de vy sur dt. Dans notre exemple, à partir des équations numériques de x et y obtenues expérimentalement, nous avons pu établir celle de Vx, Vy et celle de Ax et Ay. À partir de celle-ci, nous avons pu caractériser le mouvement de g selon chacun des deux axes, OX et OY, comme nous allons le rappeler ici. Tout d'abord, pour représenter qualitativement le vecteur vitesse à différents instants sur l'enregistrement de la trajectoire, on rappelle que le vecteur vitesse peut se décomposer comme tout vecteur en une composante selon OX et une composante selon OY. Si la composante horizontale est dans le même sens que l'axe OX, ce qui est le cas dans cet exemple, Vx est positif et sa valeur est en rapport avec la valeur absolue de Vx. De même pour la composante verticale. Ici, la composante horizontale du vecteur vitesse est constante, la vitesse est donc uniforme selon l'axe OX. Par contre, la composante verticale change de valeur et de signe au cours du mouvement.
Lors de la montée, Vy étant positif, le vecteur vitesse est orienté vers le haut et sa norme diminue car Vy diminue. Vers t égale 2 secondes, Vy s'annule et le vecteur vitesse se réduit à sa seule composante horizontale. Lors de la descente, Vy étant négatif cette fois, le vecteur vitesse est orienté vers le bas et sa norme augmente car Vy augmente en valeur absolue. On retrouve bien ici que le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement. En ce qui concerne le vecteur accélération, sa coordonnée nulle selon OX confirme bien que la vitesse est uniforme dans cette direction. L'accélération, qui se réduit donc à sa composante verticale, est uniforme au cours du mouvement car AY est constant. Elle est ici orientée vers le bas car AY est négatif. Le mouvement selon OY est donc uniformément ralenti lors de la montée et uniformément accéléré lors de la descente, et cela à raison de 9,8 mètres par seconde par seconde.